Nous accueillons à présent Tanguy Delinière et Johan Perrault d'Accenture qui vont nous partager leur retour d'expérience sur Bot Framework. Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence. Alors, je me présente, je suis Tanguy Delinière, je suis architecte technique chez Accenture à Nantes depuis maintenant un peu plus de 12 ans. J'interviens sur les sujets d'innovation, dont les chatbots, des sujets autour du DevOps et globalement des sujets d'infra également. Alors bonjour, Johan Perrault. Moi, je développe depuis un peu plus de 11 ans. Et là, ça fait 1 an et demi que je développe sur les chatbots, avec une partie de l'équipe d'ailleurs qui est ici. Et on est très heureux de partager avec vous en fait quelques retours d'expérience. Alors, petite question, qui dans la salle a déjà développé des chatbots? Alors, on voit quelques mains se lever, très bien. Avec Bot Framework? Beaucoup moins de mains qui se lèvent. Donc du coup, en production, voilà, une main qui se lève. On vous rassure, la presse, on parle de Bot Framework, mais on verra aussi des overviews, des bonnes pratiques de design. Eh bien, justement. Alors, justement, Tanguy, de quoi allons-nous parler dans cette présentation? On va commencer par un petit rappel très bref de qu'est-ce qu'un chatbot. Et puis on va voir ensuite un peu plus précisément la composition de Bot Framework. Enfin, on va voir des cas d'utilisation. Mais on n'est pas là pour un retour d'expérience. Si, rassurez-vous, on va vous faire un retour d'expérience, ce sera le focus de cette session essentiellement. Okay. Eh bien, commençons tout de suite. Alors, ce petit rappel, en quoi il va consister? Eh bien, d'avant tout, qu'est-ce qu'un chatbot? C'est ni plus ni moins qu'une application web qui se compose du bot, élément central, qui va échanger avec des services externes, de tout type, back-end, services d'intelligence artificielle, pourquoi pas, de FAQ, etc., qui va gérer des données qui lui seront propres à son fonctionnement, des données liées aux sessions de conversation utilisateur, et puis également des données de type log de conversation, puisque généralement c'est des choses qu'on trace. Enfin, ce bot, il va communiquer sur des canaux de communication, qui peuvent être texte, voix, ou tout autre futur canaux qui pourraient également arriver. Alors, tu veux nous parler un petit peu de Bot Framework? Oh bah oui, on va regarder un petit peu plus en détail ce que c'est. Alors, Bot Framework, avant tout, c'est un ensemble d'outils, de services, de produits, d'API pour développer et déployer des bots. C'est une solution qui est fournie par Microsoft et qui s'architecture essentiellement autour de 2 composants majeurs que sont le Bot Connector Service, qui va se charger de faire une abstraction des canaux de communication, et le Bot Builder SDK, qui est là pour faciliter et accélérer justement les développements. Alors, le Bot Builder SDK a un gros intérêt, c'est qu'il est open sourcé, donc avec une forte communauté derrière. Il supporte pour l'instant 2 langages de programmation, le C# et le Node.js, dans la version actuelle General Availability. On en reparlera un petit peu après. Un autre point, c'est qu'il y a un support out of the box d'un certain nombre de canaux assez importants, dont les canaux majeurs de communication que peuvent être Facebook Messenger, WeChat, Slack, Skype for Business, etc. Et il y a notamment 2 canaux un peu plus spécifiques qui sont fournis par Microsoft. Le WebChat, qui est un canal donc web pour pouvoir notamment développer son propre client en termes de canaux de communication, ou une intégration dans une application web, et la Direct Line qui a pour vocation en fait de permettre finalement de créer un peu votre canal, de faire ce que vous voulez en termes d'interaction. Alors, au commencement, eh bien, Bot Framework est apparu en preview en mars 2016. Depuis mars 2016 jusqu'à décembre 2017, eh bien, la définition de vos instances de bots passait par le Bot Framework Portal. Depuis décembre 2017, en fait, Bot Framework est passé en General Availability, et du coup, il y a eu un mouvement vers Azure, le Azure Bot Service, c'est-à-dire que Azure Bot Service va reprendre les fonctionnalités de définition des bots du Bot Framework Portal. Et maintenant, ça va se passer à ce niveau-là dans Azure. Pour information, en fait, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille avec, puisqu'on a démarré réellement en décembre 2016 à commencer à éprouver la technologie. Alors, si on regarde un peu plus sur l'architecture Bot Framework, eh bien, en fait, vous allez voir qu'il y a une brique logique, la logique du bot, en fait. C'est là où votre code va être, là où vous allez développer, avec les interactions et les services externes, gérer les données. Et votre logique de bot, vous allez pouvoir, bien entendu, l'héberger où vous voulez. Chez un cloud provider,
on-premise, sur votre laptop en local. Voilà, vous le mettez où vous voulez. Vous allez avoir besoin, c'est un prérequis, d'avoir une souscription au niveau du bot service Azure, qui va encapsuler le bot connector service. Et en fait, pour communiquer, eh bien, vous avez le choix d'utiliser le bot builder SDK depuis votre logique de bot, ou de passer par les API REST du bot connector service. En l'occurrence, essentiellement notre retour d'expérience se base sur l'utilisation de bot builder SDK en Node.js. Qu'on conseille fortement d'utiliser. Alors, c'est un peu l'idée, effectivement. Regardons les cas d'utilisation. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on adresse au travers de notre expérience en cas d'utilisation? Et ben, en fait, on va couvrir des cas d'utilisation autour du B2B, du B2C et du B2E. Vous voyez que c'est très large. Et dans les cas d'utilisation principaux, on en a listé quelques-uns là, mais notamment dans les principaux, on va retrouver tout ce qui est lié à la déclaration de tickets, lié à des incidents, tout ce qui est service à l'utilisateur, alors au sens large, qui pourrait être un report par exemple d'un espace client, de fonctionnalités d'un espace client, tout ce qui va être lié à des souscriptions de contrats, et enfin, un élément aussi très important, tout ce qui va être lié à la demande d'information. Comme les FAQ. Par exemple, tout à fait. Super. Donc maintenant, il est peut-être temps de passer au retour d'expérience. C'est le focus de cette session. Alors allons-y. Mais juste avant, je vais reprendre pour donner quelques éléments terminologiques, juste pour que tout le monde ait bien ça aussi en tête. Alors une conversation avec un bot, en fait, c'est un flow de dialogue. Donc ça veut dire que c'est de 1 à n dialogues. Et un dialogue au niveau bot framework avec bot builder, eh bien en fait est composé de 1 à n étapes. Les étapes étant essentiellement des échanges d'interactions entre l'utilisateur et le bot. Dans Bot Builder SDK en Node.js, on a aussi une notion qui est importante, c'est la notion de dialogue en waterfall, c'est-à-dire en cascade, si on traduit littéralement. En fait, c'est une arborescence de dialogue avec des liens de parentalité. C'est-à-dire qu'on va avoir des dialogues qui vont être enfants d'autres dialogues. Donc un dialogue pourra démarrer des nouveaux dialogues. Allez, là on recommence vraiment. Donc, quand vous travaillez sur un chatbot, les premières choses qu'on fait, c'est de le designer. Alors là, on va vous donner quelques conseils, hein, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est celles qui nous paraissent les plus importants en fonction de nos retours. Tout d'abord, il faut bien choisir son canal. Par exemple, si on veut faire un bot employee, on va utiliser Teams ou Skype for Business. Voilà, ça paraît logique, mais des fois, ça ne l'est pas. On va vouloir utiliser Messenger parce que c'est plus facile. Voilà, pour les bots grand public, on va plutôt aller vers Messenger, etc. Il faut bien faire attention aussi aux limites de certains canaux. Je parlais tout à l'heure de Skype for Business, c'est un canal qui est très pauvre. On ne peut même pas faire un bouton, donc voilà, c'est vraiment très pas pauvre. possible. Sur Messenger, des fois, on va designer des boutons avec des libellés de 40 caractères, alors qu'une fois arrivé dans Messenger, on peut en mettre que 20. C'est pareil, c'est dès le design, il faut bien penser à ces limitations. Après, on part souvent sur déterminer un peu la personnalité de son bot. Est-ce qu'on va faire le ton de son bot? Est-ce qu'on va faire du tutoiement ou du vouvoiement, etc. Voilà, il y a plein de choses là-dessus à réfléchir dès le début. Nous, très rapidement, on a mis en place en fait des workshops technico-fonctionnels. Ça fonctionne super bien. Donc là, on mélange archi, designer et PO. Tout le monde travaille ensemble. Comme ça, on arrive à brider un peu les designers qui peuvent des fois vouloir faire des choses un peu foufou. Voilà, donc ça c'est super et ça fait gagner beaucoup de temps, surtout sur l'implémentation après au niveau du développement. Il y a beaucoup moins d'aller-retour. Quand vous avez designé un bot, alors c'est étape par étape hein, souvent, et on va vouloir poser plein de questions à l'utilisateur. Quand on arrive à devoir poser 10 questions à un utilisateur, c'est peut-être un peu lourd de le faire au sein du canal. Donc là, il faut réfléchir à l'utilisation de formulaires. Alors, on verra tout à l'heure comment on peut faire des formulaires dans un chat. Bon, un petite astuce avec Bot Builder aussi. Voilà. Une des règles principales, selon vous voulez la noter, c'est qu'il ne faut jamais laisser un utilisateur bloqué. Il faut toujours proposer une porte de sortie. Donc, soit une sortie en disant bon bah voilà, désolé, je ne peux plus t'aider, je te redirige vers quelqu'un. Donc on appelle ça une escalade vers un humain. Donc on verra un exemple tout à l'heure hein, de comment on peut faire une escalade vers un humain assez sympa. Voilà. Et un dernier conseil, créer des composants génériques. Alors, on va voir plus illustré là sur le slide suivant. Parce que par exemple, un designer va juste faire des fins de conversation légèrement différentes
Et vous, au niveau du développement, ça vous oblige du coup à faire un dialogue avec un point en plus, un mot différent, etc. Voilà. Dès le début, il faut penser factorisation, généralisation de composants. Donc là, on voulait vous montrer ça, un support pour designer les flows. On a ressorti un de nos vieux posters d'un de nos premiers bots. Donc là, on en avait 5-6 comme ça, on développait avec des posters comme ça tout autour de nous. Des murs complets. Voilà. Donc là, en fait, ça décrit tous les flows. Donc là, c'était juste un use case du bot. Hein. Voilà, puis là, nos designers londoniens s'étaient amusés à vraiment tout mettre, quoi. Donc, je n'explique pas les difficultés quand il y a des mises à jour à faire. Les livraisons par colis post. Enfin, bon, c'est vraiment là. Donc on est passé très rapidement, on était sous Jira, donc Draw.io étant intégré à Jira, on a utilisé Draw.io, ce qui permettait de pouvoir lier des bouts de flow à des US et du coup de faciliter également le développement. Très important juste aussi là-dessus, c'est que si vous apercevez, on voit bien qu'il y a une notion de cascade, un peu de dialogue, d'enchaînement, et en fait là c'est typiquement l'exemple où il n'y a aucune généralisation et réutilisabilité. C'est-à-dire que chaque portion de flow est unique et spécifique, ce qui pose problème. Donc, l'intérêt aussi de la généralisation. Voilà. Quand on design un bot, faut bien avoir en tête deux approches. Donc nous on l'a appelé la première dirigiste et la deuxième ouvert. Sur la dirigiste, en fait, c'est vraiment les bots où on est dans une conversation guidée, hein, une sorte de parcours, step by step. Donc si vous faites ça, et vous le faites avec Bot Builder et Bot Framework, utilisez le waterfall hein, de la librairie Node.js Bot Builder. Ça permet de faciliter en fait le développement des étapes et de s'y retrouver un peu dans sa stack d'appel. En parlant de ces stacks, c'est un retour qu'on voulait faire. Bon, faut éviter de la manipuler. C'est pas fait pour. Donc quand un designer vous dit ce serait trop bien si ici on avait un bouton pour revenir à l'étape numéro X, truc totalement entre guillemets aléatoire. Bon, voilà. On était à la limite du faisabilité technique. On s'en est sorti, donc comme quoi on peut toujours s'en sortir avec le bot builder SDK. Mais voilà, c'était assez complexe. Sur la partie ouverte, donc ça, ces bots-là, c'est généralement des bots qui font de la détection d'intention. Donc là, on parle souvent de Natural Language Understanding, etc. etc. Donc là, on lit les messages utilisateurs, puis on essaye d'en extraire une intention, de la deviner. Donc il y a différents niveaux hein, de détection. Si vous le faites avec Bot Builder, utilisez les Recognizers Bot Builder. Donc les Recognizers, c'est comme des middleware qui sont placés en fait en entrée du bot et qui lisent tous les messages. Donc à partir de ce moment-là, vous avez le message. Vous pouvez appliquer une simple regex dessus, par exemple pour extraire le mot help et déclencher du coup le dialogue dead, ou aller plus loin en envoyant votre message à un élu pour faire de la recherche d'intentions plus complexes. Alors pour nous, on a fait les bots les plus aboutis, en tout cas, en mixant ces deux approches, c'est-à-dire faire une détection d'intention, qu'on appelle intention cas d'utilisation, c'est-à-dire par exemple je veux ma facture, j'ai un problème de connexion, etc. C'est en fait des intentions qui sont beaucoup plus faciles à détecter parce que voilà, elles sont plus générales. Et donc faire ça, faut la faire confirmer parce que des fois, notre NLU il est peut-être pas super efficace au début en tout cas, donc c'est bien de faire confirmer à l'utilisateur. Tu veux voir ta facture? Oui, et donc à ce moment-là, on branche sur un mini flow dirigiste. Qui permet du coup d'avoir un objectif, c'est de résoudre le problème de l'utilisateur. Donc détection d'intention plus conversation guidée pour résolution du problème. Si on parlait de la collecte d'informations auprès des utilisateurs, ouais. Donc là c'est un sujet qui est très large. Donc on va juste vous parler de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Là c'est les formulaires dans les bots. Alors, on se dit pourquoi un formulaire dans un bot alors qu'on est dans un chat? On va vous montrer tout à l'heure, mais c'est vraiment adapté quand on a des demandes d'informations riches à faire, hein, donc genre 10 questions à suivre, on va pas le faire dans le chat, sinon on risque de perdre, l'utilisateur va partir. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, l'utilisateur sort temporairement du canal, hein, puisqu'on n'est plus en train de répondre aux questions dans le chat, mais dans un formulaire, l'utilisateur sort du canal. Et on va voir un exemple de browser in-app. Donc par exemple, vous avez, sûrement il y en a beaucoup qui ont l'appli Messenger sur leur mobile. Et quand vous ouvrez un lien, eh ben le lien s'ouvre, on le devine en fait, s'ouvre au sein de l'application. Ça c'est du browser in-app. Donc ça a des avantages et des inconvénients.
un des inconvénients, c'est que du coup, sur la confidentialité des données, on ne peut pas l'assurer à 100%. C'est un peu une boîte noire, il y a du JavaScript partout qui tourne. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre client, ouais, c'est 100% confidentiel, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut communiquer au client. Par contre, sur l'expérience utilisateur, c'est pareil, ça peut avoir deux impacts. Le premier, c'est vu que c'est in-app, l'utilisateur reste plus ou moins dans le canal. Il ne change pas d'application. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Par contre, les applications, par exemple Messenger.com, là, du coup, c'est pas du mobile. Quand on est dans ce genre d'application et qu'on a besoin d'afficher une page web, ça va pas rester dans Messenger, on va sortir, on va soit ouvrir le navigateur Chrome ou un nouvel onglet, etc. Donc là, on sort réellement du canal et là, on peut perdre l'utilisateur. Donc attention, c'est pareil, c'est au monde du design. Si vraiment il n'y a pas le choix, il faut utiliser le formulaire, mais il faut bien avoir ça en tête. Alors là, j'ai fait une petite animation, ça peut peut-être paraître un peu abstrait pour le moment. Donc là, à droite, on voit l'applicatif du bot. Alors, j'ai pas mis logique du bot, mais nous, notre système de formulaire, on l'a développé et on l'a mis au sein du bot. C'est un autre endpoint qui est partagé en fait sur le même applicatif. Donc là, côté chat, on a un message avec un premier bouton, c'est parti. C'est surtout celui-là qui nous intéresse. Et derrière le c'est parti, on a un lien qui va requêter, en fait, il va faire une requête get sur l'API WebView. Ça va générer l'HTML de la WebView et ça va du coup le rendre, du coup au niveau du browser in-app, s'il y en a un, ou de l'onglet, enfin du navigateur d'une manière générale. Là, l'utilisateur remplit ses informations, il valide le formulaire, ce qui fait une requête post toujours sur le même endpoint. Là, à partir de ce moment-là, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut rebrancher une conversation dans le chat. Parce que là, il ne faut pas oublier, dans la WebView, on n'était plus dans le chat. Voilà. Donc là, on va rebrancher la conversation et continuer, et du coup récupérer l'utilisateur pour continuer à lui poser d'autres questions ou à résoudre son problème. Alors, niveau code, j'espère que vous voyez à peu près, pas terrible. Niveau code, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là, la génération du token. Donc là, en fait, on est en train de générer l'URL qui est derrière le bouton c'est parti. Et ce token, il va en fait encapsuler l'adresse de l'utilisateur sur le canal. Donc dans Bot Builder, il se trouve dans session.message.adresse. Donc à chaque fois qu'on reçoit un message, on a toujours le même objet, session.message, et dedans on a entre autres l'adresse. Et celle-là nous permettra de retrouver plus tard l'utilisateur sur le canal dans le bot. Donc on génère l'URL, on fait le session.send qui envoie du coup le message dans le chat. Donc là, l'utilisateur clique sur c'est parti. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il clique sur c'est parti. Donc là, on va du coup contacter l'API GET, qu'on a vu tout à l'heure en haut du schéma. On va donc générer tout ce qui est HTML, donc avec du templating EJS, c'était notre choix à l'époque. On envoie cet HTML et du coup, la WebView, enfin le formulaire en tout cas, s'affiche dans la page. Donc l'utilisateur remplit ses informations, enregistre son formulaire, donc ça c'est la méthode post. Là, côté applicatif du bot, on a donc notre API post qui va réceptionner tous les paramètres, dont notre token qu'on aura. Bon, chacun après, on peut faire de différentes façons. Nous, on l'a fait par un champ hidden dans le formulaire web. On peut donc récupérer ça avec un array.body.token et à l'intérieur, on a notre adresse. Et là, on va utiliser une méthode de bot builder qui est bot.loadSession. Ça va nous permettre de charger en fait la session de l'utilisateur au sein du bot à partir de son adresse. Et là, on peut faire un session.startDialogue pour continuer la conversation. Donc ça, c'est un petit outil sympa, on l'a beaucoup utilisé. Tout à fait. Maintenant, on va voir un sujet aussi très intéressant qui est l'intégration avec un outil de gestion de la relation clientèle. Tout un gros pan en fait, c'est très souvent nécessaire et on va illustrer ça avec un cas concret qu'on a eu. En fait, pourquoi on a besoin de s'intégrer potentiellement avec des outils de gestion de relations clients ou des CRM? On a besoin bien souvent de pouvoir débrancher vers de l'humain en fait. Et ça c'est nécessaire lorsque certains traitements requièrent l'intervention humaine, pour des aspects légaux, pour des aspects de conseil, etc. Et pour ne pas générer de frustration au niveau du bot, auprès de l'utilisateur. Pourquoi? Notamment parce qu'un bot n'a pas vocation à répondre à tout. Donc ça, on l'avait un peu évoqué avec les cas de sortie, toujours prévoir des cas de sortie, dont ce débranchement par escalade.
Et puis, le bot n'est pas en mesure de répondre par moment. Donc, on ne génère pas de frustration, on débranche aussi vers l'humain. Et c'est l'idée aussi de contacter, d'être s'intégrer avec ces outils de gestion de la relation client. Alors, l'exemple notamment qu'on a, c'est de pouvoir faire de l'escalade transparente sous Messenger. Et comment ça va se concrétiser? Donc, en fait, on avait un outil de gestion de relation client qui était connecté donc à Messenger sur en fait la même portion finalement que notre bot, et en fait tous deux peuvent communiquer auprès de l'utilisateur dans la même conversation. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un des deux à un instant T qui ait la main sur la conversation. Et donc pour ça, il faut absolument qu'on ait une intégration entre notre bot et cet outil de gestion relation client, puisqu'il va falloir pouvoir échanger, communiquer, dire je te donne la main, je reprends la main. Et donc là, tu parles de la flèche de droite. Exactement. Donc là, forcément, tu fais des échanges, on imagine en API REST, Alors, pour se contacter. c'est une préconisation, effectivement, en tant que possible, utiliser les API de type REST, par exemple, ou des webhooks. Par contre, il est tout à fait possible de prévoir aussi d'autres moyens. On peut très bien penser à envoyer un mail qui sera ensuite interprété par l'outil et qui permettra de faire, par exemple, une sollicitation d'un conseiller. Ce n'est pas forcément du synchrone. Mais la préconisation va sur les appels de service, bien entendu. Alors, maintenant, cette partie d'escalade, comment on va la traiter avec BotBuilder? Eh bien, on va avoir besoin de gérer un flag de mise en attente. C'est le bot qui va piloter essentiellement la conversation dans notre contexte, et il va falloir qu'il puisse dire cette conversation, elle est en attente de mon côté. Sous-entendu, elle est prise par le conseiller, ou au contraire, j'ai la main dessus. On va avoir besoin de gérer ça, et pour gérer ça, on va utiliser ce qu'on appelle un middleware au niveau BotBuilder. Le middleware au niveau BotBuilder est une unité, une fonction qui va s'exécuter à chaque réception de message, et surtout, les middlewares sont chaînés. On a ce qu'on appelle une chaîne de middleware. C'est-à-dire que chaque chaînon va s'exécuter et va indiquer en sortie si oui ou non il passe la main au suivant. S'il ne passe pas la main au suivant, on arrête la chaîne de middleware, le traitement ne va pas plus loin. Donc c'est l'idée, c'est que quand on va être en attente au niveau du bot, eh bien, on va casser la chaîne de middleware en disant je suis en attente, je ne laisse pas le message continuer dans la chaîne pour ne pas arriver dans la mécanique de traitement des dialogues. Illustrons ça plus précisément. Alors, on a une partie de code qui montre un peu l'initialisation du bot. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a déclaré en fait une notion, une librairie de type endover en tant que middleware, et on l'affecte à BotBuilder par l'appel du botUse. On lui dit utilise ce middleware. Et qu'est-ce qui va se passer en termes de conversation? Eh bien, notre bot, à un moment, va proposer à l'utilisateur une escalade. L'utilisateur va valider, va dire oui, je veux faire cette escalade, je veux bien avoir contact avec un humain. Ça va être notre déclencheur. Et au niveau du coup du traitement du bot, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans un dialogue où on va dire ah ok, il m'a dit oui, dans ce cas-là, sur sa session, je vais positionner cette information pour dire il est en attente. C'est la ligne que vous voyez en haut avec le session user data wait. C'est un flag, un booléen qu'on positionne à true ici pour indiquer au bot effectivement que pour cette conversation utilisateur, eh bien, on est en attente. Et on va contacter l'outil de gestion de relation client. Donc là, on fait un appel de service direct pour notifier et pour qu'un conseiller puisse prendre la main. Et enfin, on prévient toujours l'utilisateur, toujours lui dire ce qu'on fait, pourquoi. Et là, on l'informe, on lui dit, voilà, j'ai bien donné la main à un conseiller et je reprendrai la conversation une fois que tu auras fini avec le conseiller. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, notre conseiller arrive dans la conversation, ici Victor, en fait, et dialogue, comme si finalement il était le bot. Alors, il ne faut pas mentir à l'utilisateur, il faut être clair, dire quand l'humain prend la main ou quand le bot reprend la main. Et donc, l'échange va se passer entre l'utilisateur et le conseiller. Et qu'est-ce qui va se passer côté bot framework? Eh bien, on a parlé de middleware et de chaîne exécutée. Là, on est justement sur la présentation du middleware réduit dans sa plus simple expression, qui est de dire, eh ben, j'évalue le flag de mise en attente que j'ai positionné notamment avant, et si il est à false, sous-entendu, je ne suis pas en attente, eh bien, j'envoie true dans la chaîne de middleware pour passer au chaînon suivant. Et si je suis en attente, eh bien, j'arrête la chaîne de middleware. Ce qui fait que, comme je le disais, le message ne sera pas traité par la couche dialogue du bot. Et ainsi, en fait, le bot est en attente et ne traite plus les messages. Ce qui permet aux conseillers et à l'utilisateur de continuer leur conversation. Et puis, à un moment, la conversation va se terminer. Le conseiller va finir sa session, aura résolu le problème
de l'utilisateur si c'est un problème, ou apporter l'information, et il va rendre la main au bot. À ce moment-là, côté outil de gestion de la relation client, il faudra forcément un mécanisme pour pouvoir recontacter le bot. Alors plusieurs approches sont possibles, l'idéal étant bien sûr également un appel de service. C'est-à-dire que le bot expose une API qui est sollicitée par l'outil et qui donne l'information de dire pour quelle adresse, donc là c'est un rappel aussi de ce que Johan a mentionné, c'est la notion de session message adresse qui permet de recontacter l'utilisateur sur le canal. Eh bien, on est recontacté par du coup l'outil de gestion de relation client. À ce moment-là, eh bien, on va enlever le flag de mise en attente sur la conversation, et puis on va pouvoir redémarrer un nouveau dialogue. Et c'est ce qui se passe. Ici, on voit de nouveau bot today, où en étions-nous? Et puis le bot reprend la main et continue après, avec l'utilisateur, eh bien, à échanger. Alors maintenant, on sait bien, on a vu quelques aspects. Moi, j'aimerais bien qu'on parle quand même de l'exploitation des bots. Ouais. Je suis sûr qu'on a des choses à dire. Oui, il y a plein de choses à dire. Après, on ne va pas non plus voir tous les aspects de l'exploitation d'un bot. On va se focaliser du coup sur le fait de monitorer ces bots. Alors, qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les bots étaient considérés comme une application web normale. Nos applications web normales, on les monitore. Donc, il faut aussi monitorer ces bots. Ça a plein d'avantages. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de Natural Language Understanding. Au début, potentiellement, il n'est pas très efficace. Donc, on a peut-être envie de la mesurer, cette efficacité. Donc là, une bonne pratique, c'est de récupérer tous les messages qui n'ont pas déclenché d'intention, ce qui permettra en fait d'améliorer le modèle de son NLU. Tout à l'heure, tu parlais d'escalade vers les humains. C'est aussi très intéressant de monitorer le nombre d'escalades. Après, il y a des escalades qui sont voulues, parce que le bot ne peut pas le faire, etc., etc. Donc là, c'est intéressant de monitorer les escalades et puis après de regarder celles qui n'étaient pas voulues, pourquoi. Souvent, on l'adjoint en fait avec un historique de conversation pour voir ce qui s'est passé avant. La satisfaction cliente, c'est toujours intéressant de savoir ce que le client pense de notre bot. Donc là, en général, on demande une petite note de 1 à 5, là, avec des petites étoiles et puis un petit commentaire facultatif. Ça peut aussi aider, par exemple, quand le client est satisfait, de lui proposer de la vente additionnelle, parce qu'on sait que il a bien aimé le bot, etc. On peut faire plein de choses avec ça. Un point qui est pour nous essentiel quand vous faites du waterfall, donc c'est-à-dire des flows dirigistes avec des étapes pour résoudre un problème. Ce qui est bien, c'est de mesurer en fait ces goulots d'étranglement. Donc là, par exemple, sur ce schéma, on voit, c'est un parcours qui a 16 étapes. Donc plus ça va, moins il y a d'utilisateurs, ce qui est un peu normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que sur certaines étapes, on ait des chutes. Donc là, vous pouvez, à ce moment-là, regarder qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Mon dialogue, il n'est pas bien. On peut toujours améliorer son bot dans l'objectif de l'améliorer en continu, pour améliorer aussi son ROI. Ah oui, bon, alors ça oui, on a décidé d'en parler quand même. C'est un retour d'expérience. Comment on peut planter sa prod en un clic? C'était un bot sous Messenger. Il faut savoir que quand on a un bot sous Messenger, ce bot, côté, donc tout à l'heure Tanguy nous parlait du connector service. Le connector service là, du bot framework a besoin en fait d'un token pour pouvoir parler avec la page Facebook du bot. Ce token, on le génère avec un compte Facebook développeur. Voilà. Donc le token est directement lié au compte. Donc là, ce qui veut dire que si ce compte-là, vous le désactivez, vous le révoquez de l'app ou de la page, vous le révoquez de Facebook, du bot, et le token il est désactivé. Et là, du coup, votre bot devient muet. Ce qui nous est arrivé, les logs, il n'y a vraiment pas grand-chose, donc c'est en plus assez dur à analyser. Donc faites très attention aux comptes liés à vos tokens Facebook, en tout cas. Gérez-les bien, gérez les révocations anticipées. Et pour finir... Bah oui, on verra bien quelques petites autres choses. On a le temps. Ouais. Pas tout à fait chaud. Très rapidement. Là, c'est le bric-à-brac d'Erico. Donc, un conseil, utilisez dès le début l'internationalisation bot builder. Alors, on le fait avec les applis web, donc il faut le faire aussi avec le bot. Pour attendre la fin du dev, le client qui nous dit il parle pas cette langue-là, votre bot, il faudrait moins utiliser les fichiers de langue. Utilisez la mécanique à minima, même si vous valorisez pas les langues, comme ça vous serez déjà prêt en fait. Voilà.
Donc ça, à l'origine, on avait fait un sujet à part entière, on l'a mis dans les recos en vrac, c'est intercepter les clics sur les liens. C'est pas très facile à expliquer, mais par exemple, tout à l'heure, on voyait des boutons. On peut avoir des boutons qui redirigent vers un site web externe. Donc là, ça ne revient pas vers le bot. Donc comment savoir quand est-ce que l'utilisateur a cliqué dessus? Des fois, on pourrait vouloir, l'utilisateur clique sur le lien, mais nous, on a envie de continuer à lui parler. Donc là, un conseil, c'est en fait encapsuler vos URL dans une redirection vers le bot. C'est-à-dire l'URL, au lieu de rediriger l'utilisateur directement vers la cible, faites-le passer avant par le bot, et puis avec un redirect, suite à ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Mais au moins, vous êtes passé par le bot et vous pouvez faire plein de choses comme login métrique pour dire, voilà, il a cliqué sur ce bouton-là, maintenant qu'il a cliqué, je peux continuer la conversation avec le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Oui, ça c'est un bon conseil aussi, n'abusez pas des notifications proactives. Donc un message proactif, c'est quand le bot contacte l'utilisateur. Maintenant, on peut le faire, sous Messenger, des fois on voit des bots qui viennent nous parler. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Il y en a des fois qui sont très intrusifs. Et forcément, c'est un peu négatif pour l'image de la boîte, en tout cas, qu'a fait le bot. Donc n'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Donc ça se design aussi, quoi. Par exemple, attention aux horaires d'envoi des notifications. C'est la notion de proactivité, c'est important. C'est le bot contacte l'utilisateur sans que l'utilisateur l'ait demandé. Voilà. Faut quand même qu'il soit venu lui parler une fois. Exactement. S'il nous faut son adresse sur le canal. Ok. Donc là, on parle beaucoup de Facebook, etc. On voit que des fois, notre bot va être plus ou moins dédié à un canal. Donc on prend par exemple sur Facebook là, les quick reply, qu'on connaît bien, les petits boutons en bas. Là. Ça, c'est propre à Facebook. Et des fois, quand on a un bot, on a envie d'utiliser quick reply, parce que c'est quand même bien pratique. Alors attention, parce que du coup, ça veut dire que votre bot a une adhérence forte avec un canal. Donc il faut toujours penser à gérer le cas spécifique. Donc, comme on voit là, si on est sur le canal Facebook, on fait notre quick reply. Sinon, on gère le cas générique. Déjà, rien qu'en mode de développement local, sur le bot framework émulateur, on passe dans le else, puisqu'on n'est pas sur Facebook. Donc il faut toujours avoir un cas générique. Voilà. Puis le jour où vous voulez mettre votre bot sur le canal WebChat pour l'intégrer dans un site web, vous avez juste à prendre le plugin WebChat, le brancher sur votre bot, et il marche direct sur votre site web. À la fois sur Facebook et à la fois sur le site web. C'est quand même assez sympa. Il ne faut pas oublier de faire le cas générique. Oui, on l'a mis. Ça, c'est un module en fait, qu'on a créé qui regroupe toute la création des dialogues. Donc, les dialogues, c'est une succession de steps. Ça regroupe toutes les créations des dialogues et les exports. Donc, si vous faites du Node, vous voyez, parce que, avec l'export, là, ça nous permet de require uniquement notre lib dialogue dans tous nos fichiers. Et dès qu'on rajoute un nouveau dialogue à notre bot, par exemple une nouvelle fin de conversation, eh ben, elle est accessible tout de suite dans tous les fichiers, quoi. Dans tous les modules. Voilà, on arrive sur la fin. Bon, on va conclure. C'était très bien tout ça. Et c'est vrai qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces retours? Alors, minimaliste d'expérience, on pourra en parler pendant des heures. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Nous, ça fait 1 an et demi qu'on l'utilise. Franchement, on aime toujours autant Bot Framework. Voilà, on n'a aucun regret sur le choix qu'on avait fait à l'époque. On n'a jamais été bloqué. Voilà. Et c'est des technos assez sympas. Voilà, on le fait avec Node.js. Ça change du Java. Et finalement, si on retient quelques éléments clés, c'est un accélérateur, très fort accélérateur de développement, une capacité d'abstraction des canaux grâce au bot connector service qui est assez impressionnante, qui permet de faire facilement du multicanal. Une communauté open source très active autour du bot builder SDK avec une roadmap claire et définie. Je parlais actuellement des supports de langage C#, Node.js. C'est effectivement la V3 du bot builder SDK, c'est ce support-là. En V4 qui va arriver, qui est pour l'instant en bêta, on a Python, Java qui arrive, notamment. Donc pensez-y. Et puis voilà, la roadmap est vraiment clairement définie. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour le développement et qui facilite et accélère ces développements. Ouais. Et puis vous pouvez aller sur le net, parce qu'on voyait tout à l'heure que très peu connaissaient Bot Framework. Vous pouvez aller sur le net, vous prenez un petit tuto. Si vous avez déjà un Node.js installé sur votre poste, en 5 minutes vous faites votre premier bot, avec un émulateur à côté et tout de suite vous avez un bot là qui vous parle et c'est bluffant. Voilà. Donc essayez. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Il nous reste, je sais pas, 5 minutes.
Oui, il y a le temps pour quelques petites questions. Ouais. Alors, si vous avez des petites questions, c'est le moment. Après, on pourra les prendre aussi en dehors. Hein. Oui. N'hésitez pas. C'est super, c'est qu'on a été super clair. On espère que la presse n'a pas été trop technique, on ne savait pas trop quel niveau lui mettre. Donc bon. On va merci. Merci. Merci à tous. Bon way today.